La vie des entrepreneurs est rythmée de premières fois. Et la vie de 40 nuances de Next aussi. On a eu l'adrénaline du premier épisode, celle de la barre des 10 000 auditeurs franchis, celle des premiers sponsors embarqués ou encore celle du premier hors-série avec Xavier Niel. Aujourd'hui, c'est une nouvelle première pour Olivier et moi et ça s'entend peut-être à ma voix. Vous êtes des milliers à nous écouter et pourtant, là, je suis un peu stressé parce qu'en fait, j'ai face à moi une cinquantaine de regards braqués sur nous parce que la première dont je parle, eh bien, c'est le premier tournage de 40 nuances de Next en public dans un lieu phare de l'écosystème startup, le village Baïséa. Merci Fabrice Marcella pour l'accueil. Pour un tel événement, mais il nous fallait du lourd côté casting, un entrepreneur multirécidiviste qui va vite, très vite même, trop vite, ça il nous le dira. On va passer 2 heures ensemble pour découvrir la formidable expansion de Swile, découvrir l'homme derrière la scale-up, que dis-je, l'homme derrière la licorne. Perso, j'ai le smile, lui il a Swile. Et Olivier, t'as le swag, si ça te va. Ça me va, merci de me... J'ai pas le choix, j'ai le swag. Loïc Soubéran. Bonjour à tous. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. On ne démarre pas un 40 nuances de Next sans l'incontournable présentation d'Olivier Mathieu, notre invité. Sans bullshit. Écoute, on est ravis on se connaît depuis quelques temps avec Loïc, on se croise souvent dans les événements de la tech, mais c'est vraiment sympa de te voir là. Donc, je rappelle que tu as été aussi un des fondateurs de Teats, donc déjà un gros succès avec un gros exit. Et donc, c'est des sujets dans le domaine de la tech et de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que Swile ? C'est une startup qui aspire à remplacer les moyens de paiement des employés par une unique carte, donc la carte Swile. La carte sera utilisable dans plein de circonstances, on en reparlera. Ça peut être évidemment l'aspect chèque restaurant, mais aussi chèque cadeau, chèque de mobilité, etc., vacances, bon bref, plein de choses, on va en parler plus en détail. Donc faciliter le quotidien des salariés progressivement, etc. Donc, je pense que ça a été fondé en 2018, mais on voit peut-être parfois plusieurs dates. Alors est-ce que c'est bien 2018 qu'on retient ? Ça a été lancé en février 2018. Parfait. Alors, je rappelle que le nom, initialement, était Lunchair. Donc, ça nous fait un nouveau cas de brand switching, de changement de marque. On avait déjà vu Blablacar, on a vu Malte aussi. Donc, on a plusieurs cas de grosses startups qui sont devenues des licornes et qui ont changé de marque. Donc, c'est toujours intéressant. Ouais. Plusieurs levées de fonds. Alors, 2,5 millions en 2017, 11 millions en 2018. Ensuite, 2019, 30 millions. Puis, 70 millions, je crois, en 2021. Est-ce que c'était en 2021 ? Tu te rappelles plus tellement ça va vite. Ouais, c'est une part, grosso modo. Et finalement, 200 millions d'euros. Alors, pardon, 200 millions de dollars. Très souvent, les startups aiment bien parler en dollars. Ça fait un peu plus international et puis ça fait aussi des chiffres un petit peu plus gros. Je crois que c'était 175 millions d'euros. Donc, une série D avec notamment SoftBank, qui est évidemment un investisseur atypique et très, très connu dans le monde entier pour parfois un peu polémique. Donc, ce serait intéressant peut-être d'en parler. Il y a eu des gros partenariats, notamment, je crois, avec Carrefour, qui avait fait pas mal de bruit. Ouais. Ça a permis de changer d'échelle d'une certaine manière. Donc le statut de licorne a été dépassé, c'est le fameux milliard de valorisation, donc bravo pour ça. Je crois que tu étais la 19e licorne, je sais plus si on a 25, 26 ou 27 maintenant, parce que ça va tellement vite aussi que il faudra refaire les compteurs, mais enfin voilà, tu étais la 19e. Donc maintenant, l'application Swile, elle intègre, je crois, beaucoup de fonctionnalités comme des messageries, répertoires, des services de création de cagnottes. Donc en gros, le but, c'est de mesurer, d'agir sur l'engagement des salariés au sein de l'entreprise. Donc il faudra reparler de ce concept-là, surtout à l'ère du future of work, puisque tout est en train de changer. Le Covid a précipité les transformations. En 2021, vous annoncez 500 000 utilisateurs et 15 000 entreprises clientes. Donc, il va falloir remettre à jour ces chiffres. Est-ce que c'était déjà est-ce que c'était les vrais chiffres? Et est-ce que, du coup, tu communiques aussi encore sur d'autres, peut-être, indicateurs qui nous permettent d'évaluer la taille? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce débat. Est-ce qu'il faut plutôt être un centaure? C'est-à-dire une boîte qui fait du chiffre d'affaires et qui dépasse les 100 millions d'euros? Ou est-ce qu'il faut plutôt être une licorne? Donc, une valorisation qui est pas forcément corrélée au chiffre d'affaires, comme on le sait. Surtout dans ce marché qui est aujourd'hui un petit peu bousculé par la crise des marchés financiers. Donc, bienvenue à toi et merci de te prêter au jeu. Merci pour l'invitation. Petite réaction à chaud ? Sur quoi ? Sur le Centaure, par exemple ? Ouais. Ah bah oui, on souhaite tous être des Centaures le plus vite possible. Nous, on est en très bonne voie. J'espère qu'on pourra annoncer ce statut prochainement. On t'a demandé de choisir une musique pour nous raconter, pour nous faire danser sur l'ambiance Swile, l'ADN de Swile, la culture de Swile, et tu as choisi, c'est beaucoup d'amour, Love Tonight de Shoes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut
en même temps raconter pourquoi ce choix sur un peu d'ambiance. En fait, ce choix de shoes, il représente le All Hands qu'on a fait avec toute l'équipe à Monaco en septembre 2021. Et c'est à cette occasion-là où on a annoncé à toute l'équipe qu'on avait levé les 175 millions d'euros et que de fait, on atteignait le statut de licorne. Donc là, je pense que si on était 500 Swiler lors de cet événement, je pense que voilà, si on demande aujourd'hui à un Swiler c'est quoi la musique de Swile, ils se souviennent de celle-là. Tu leur avais appris aussi, je crois, sur un Hollands que vous deveniez Swile. Exactement. Ouais. Ouais. On a une grosse culture du Hollands chez Swile avec. Alors là, évidemment, j'ai rien inventé, mais avec systématiquement un One More Thing. Voilà, introduit évidemment par Steve Jobs. À chaque Hollands, on se débrouille pour qu'il y ait un One More Thing. Et finalement, les Swilers limite attendent plus le One More Thing que tout le reste. Et a priori, la prochaine fois qu'on entend c'est pour annoncer quoi? Je t'appellerai pour te dire. Du coup, moi, ça m'inspire une première question avant de revenir finalement au pitch et au point de départ qui était l'Unshare. Juste quand on entend cette musique et on comprend que la culture d'entreprise est très importante chez toi. Et il se trouve que tu t'adresses au marché des RH, donc a priori justement, c'est ton sous-jacent, c'est aussi quelque chose qui te concerne toi-même. Et donc, dans quelle mesure tu appliques à tes équipes, à ta culture d'entreprise, ce que tu promeus à travers tes outils et ta marque? Nous, on est un laboratoire à ciel ouvert, finalement. Tu l'as dit, il y a une vraie corrélation en fait entre évidemment moi cette quête de sens et cette importance que j'accorde à titre personnel avant tout sur les sujets de culture d'entreprise. Et finalement, ce que Swile est devenu progressivement. Ça a été toujours cette même culture, ce même ADN que tu as partagé dans toutes tes aventures entrepreneuriales, ou ça s'est un peu renforcé, peut-être à force de friction aussi parfois? Chez Tids, on a vécu une aventure absolument fantastique. C'était une hypercroissance dingue. En 6 ans, on était parti dans 25 pays différents. On est monté à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment de la vente. D'ailleurs, toute l'équipe qui a suivi a continué un boulot fantastique, puisque quasiment doublé de chiffre d'affaires depuis 4-5 ans. Mais on était des jeunes entrepreneurs. Et moi, en tout cas, en tant que néo-entrepreneur, il y a un truc que j'avais sous-estimé, alors même que je suis hyper empathique, etc. C'était les fondamentaux de bâtir une culture extrêmement forte. Parce qu'en fait... Est-ce que, parce que TID, c'était en partie aussi beaucoup de build-up, je crois. Donc, il y avait quand même pas mal de boîtes qui se sont agrégées les unes aux autres. Ouais. Donc, peut-être plus difficile de créer une culture unique et from scratch, c'est-à-dire de définir un ADN de boîte, alors que là, c'était un de tes points de départ, c'est de repartir. C'était les deux cumulés, c'est-à-dire à la fois une forme d'inexpérience sur les conséquences de bâtir une non-culture d'entreprise, on va dire, de pas mettre l'effort nécessaire pour bâtir une culture. Ça se traduit par quoi, pardon, mais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui pensent avoir une culture, ouais. Et donc très concrètement, la non-culture, c'est quoi au quotidien? Déjà, je suis allé un peu vite, la non-culture n'existe pas, parce qu'en fait, de fait, ça reste une culture par défaut. Par défaut. On va dire, mais c'est le travail autour de la culture, voilà, celle qu'on n'a pas choisie, celle qu'on ne défend pas, celle qu'on n'a pas définie. Et en fait, comment ça se traduit? Ça se traduit déjà à l'étape du recrutement. Qui recrute-t-on et pourquoi? Est-ce qu'on ne recrute que sur la base de l'expertise ou est-ce qu'on recrute aussi sur la base de la personne, les comportements attendus, etc. Est-ce qu'on est là pour bâtir une équipe ou est-ce qu'on est là pour bâtir une somme d'individualité? Donc, quels sont les sous-jacents de comment bâtir une équipe? Est-ce que, clairement, dans le processus de recrutement, on fait très attention au caractère des uns et des autres? Sur le papier, je pense qu'on peut que souscrire, mais du coup, de manière très concrète, j'imagine qu'il y a pas mal de questions, mais il y a une question que tu poses pour valider l'affinité à venir au sein de la boîte? Déjà, en fait, il faut être très clair sur le forme de contrat. Qu'on met. C'est-à-dire déjà, par le simple fait de déjà définir nos attentes, les verbaliser, parler exactement de ce qu'on attend d'un point de vue comportement, de notre vision, de où on va, comment on y va, quelle organisation on vise, etc. En fait, ça donne énormément d'éléments aux candidats
pour en live, on Si voit c'est très pour lui ou vite pas, quoi, ouais. si ça match ou pas. Et si de suite il y a 1, 2, 3 questions, c'est des oui mais non. Voilà. Est-ce que ça veut dire que dès le départ, avec Launcher, tu as réfléchi à un certain nombre de valeurs qui te semblaient fondatrices pour justement créer une sorte de tamis, enfin de filtre au niveau du recrutement dès le début dans l'esprit ou... Parce que la vision, Ouais. c'est une chose, mais effectivement, la culture, ça peut Ouais, être... Enfin, a priori, il vaut mieux essayer de rapprocher l'une de l'autre. Il y en a 3 pour moi qui sont majeurs chez Launcher. Donc oui, la réponse rapide, c'est oui, évidemment. Du coup, dès le premier jour, j'avais une idée précise en tête. La première valeur, c'est we are team players. Donc vraiment être un joueur d'équipe, fondamentalement. C'est-à-dire que Ça, on prend évidemment, les réussites ensemble, on prend les échecs ensemble. et évidemment, on a tous un ego, mais il faut impérativement qu'il soit au service de l'équipe. D'accord ? On a tous du caractère, on sait pourquoi on vient, mais on est fondamentalement au service de l'équipe parce qu'on sait que le succès collectif fera notre succès personnel d'une manière ou d'une autre. Et ça, donc ça c'est la première. Après on va en discuter, mais la deuxième c'est we are doers, donc de do en anglais. C'est vraiment cette volonté de dire arrêtons de penser. On sait qu'on est dans une aventure d'hypercroissance. On a le droit à l'erreur. Donc il est même promu. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. Donc c'est développer cette culture d'ownership. Et la troisième, qui finalement boucle, en fait, qui est hyper importante, c'est we cherish our values. Donc il y en a 3 autres, mais je te les ai pas dites. C'est we cherish our values. Donc en fait, on s'en fout pas de nos valeurs, on les défend. Parce que l'énorme sujet on dit la boîte a changé. Bah oui, effectivement, la boîte peut changer de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait que finalement on le maintient? À un moment donné, c'est pas juste une prophétie autoréalisatrice, c'est que il y a des comportements qu'on ne veut pas voir et qu'on ne voudra jamais voir. Donc dès l'instant où on les constate, il faut montrer que c'est pas OK. C'est pas OK en fait. Et on sait que la culture peut changer sur des micro-comportements non tolérés qui en fait le sont dans les faits. Et justement sur les valeurs, parce que parfois on entend dans des grands groupes ah bah ça y est, cette année on a changé de valeur. Donc l'idée c'est vraiment de traduire ces grandes valeurs qu'on peut même apposer sur des murs par des comportements mesurables, observables. Complètement. Donc ça c'est l'effet inverse, mais en général quand on monte c'est l'autre manière de voir, mais quand on monte sur une structure, on commence avec des valeurs. Et mon point clé c'est de dire il faut les défendre. Et défendre, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du temps passé, et il faut que ça soit incarné. Donc si c'est pas incarné au plus haut niveau, évidemment, ça peut pas ruisseler. Donc il y a cette Est-ce que tu considères que c'est ton rôle principal à toi, justement, à l'intérieur de l'organisation ? Un des 3 rôles, ouais, bien sûr. Évidemment, la défense de cette... On vient d'entendre qu'il y avait 2 autres rôles, ça nous intéressera de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, aujourd'hui, vous êtes combien ? On est bientôt 700. Donc d'accord, donc 700 personnes, forcément ton rôle a changé entre le début de Launcher et maintenant. Ouais. J'imagine qu'il y a il y a une organisation, des middle managers, des top execs, etc. Ouais. Et du coup, comment ton rôle a évolué alors ? Il a évolué au démarrage. En fait, il a évolué, mais mes 3 piliers sont restés les mêmes finalement. Donc, on veut savoir les 3 piliers. Les 3 piliers. Le premier, c'est du coup la culture, tout ce qui est lié à la culture. Le deuxième, c'est le produit. Et le troisième, c'est avoir les moyens de nos ambitions, donc la finance. Voilà. Donc ça, c'est les 3. Le temps que prennent respectivement ces 3 piliers, c'est un tiers ou c'est pas... Non, heureusement, plus la le finance, produit, ça prend moins de temps. Mais non. Au début, c'était très, très produit, évidemment. Le temps de trouver le product market fit, de s'assurer de mettre le projet sur les rails, etc. Et puis très vite, ça a shifté sur les enjeux internes et de culture. Ouais. Moi, je me pose des questions toujours sur la culture, mais c'est une de mes questions un peu poil à gratter, c'est que j'ai l'impression que les start-upers parlent toujours de culture, ils rêvent de créer une culture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis qu'elle doit être concrétisée. Donc, ça m'intéresserait de savoir comment, parce qu'on voit aussi effectivement plein de déclarations qui sont faites sur l'esprit d'équipe ou le fait de travailler ensemble et de vouloir changer le monde, etc.
Et en même temps, il semble qu'il y ait peut-être, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas, que sur les jeunes qui arrivent dans les entreprises aujourd'hui, l'engagement est justement peut-être un peu plus faible. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Avec le fait d'utiliser aussi d'autres types de contrats de travail qui peuvent être notamment des non-salariés, des freelances qui sont peut-être plus loin du coup de la culture d'entreprise, en tout cas au quotidien. Et le fait de travailler en remote aussi, enfin bref, l'évolution du travail, mais aussi l'évolution des valeurs, le fait qu'on est dans un monde en crise et que les jeunes parfois sont un peu pessimistes. Est-ce que tout ça, c'est des choses contre lesquelles tu luttes? Et à quel point tu arrives à pas tomber dans une caricature qui ferait que la culture serait un peu infantilisante aussi? Effectivement, c'est des super questions. Pour répondre à la question de la typologie de contrat, nous, dès le premier jour, on s'est dit, en fait, justement, déjà, on s'en moque de la typologie de contrat. Ça, c'est la première chose. Donc, on considère exactement pareil, et ça a beaucoup surpris d'ailleurs les freelanceurs. Ah ouais. Parce que nous, on était très ouverts sur les freelances, mais les freelances, ils participent à l'onboarding, comme n'importe quel soiler. D'accord. N'importe quel... c'est un soiler, en fait, donc comme les autres typologies de contrats. Et en fait, ça les a tellement surpris. J'ai au moins 3 ou 4 exemples en tête de freelanceurs qui sont arrivés, qui au bout, ils le verbalisent eux-mêmes, on pourrait les interroger. Ils disent, mais au bout de 48 heures, j'avais l'impression d'être considéré comme un membre de l'équipe à part entière. C'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup, ils sont devenus, ils ont pris un CDI chez nous. Ah ouais, d'accord. Mais ça, c'est réel. Et donc ça, en fait, c'est le sens de l'accueil. Encore aujourd'hui, donc 4 ans et demi après, on fait beaucoup des comment ça s'appelle, des fresh eye reports, donc des rapports d'étonnement. Des rapports d'étonnement, pardon. Encore aujourd'hui, moi, je les lis quasiment tous. Et, ce qui ressort, c'est la qualité de l'accueil. On se sent accueilli. Bon, et ça, c'est possible quand tu es 20, 50, 200 ou 700. Je reviens sur les rapports d'étonnement, Loïc. Est-ce que tu apprends encore des choses? J'apprends que Slack, plus tu grossis, plus c'est galère. Ah ouais. Eh ben, avant de grossir, il faut bien démarrer. Pour revenir sur les débuts de l'aventure, on a une question de quelqu'un que tu connais bien. Je te propose de l'écouter, tu nous diras qui c'est. Vous avez un message. Salut Lolo, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on a démarré Swile Launcher à l'époque. Je sais que tu es une personne nostalgique. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui te manque le plus de cette époque et comment tu vois les 5 prochaines années? Voilà. Bisous Lolo, ciao. Nostalgique. Bisous Lolo, ça doit être quelqu'un de proche. Il m'appelle Lolo, j'appelle Roro. Donc c'est Romain Libaud, qui était effectivement un des tout premiers Swiler, l'associé de cœur, comme je l'appelle. Romain, il a été un peu il a été toujours depuis le début notre couteau suisse. Il a démarré au marketing, il a continué aux opérations, il a continué ensuite au produit. Donc c'est effectivement avec lui et d'autres, on est parti de zéro, mais un vrai zéro parce que je suis solo founder. Et en fait l'avantage d'être solo founder, c'est que très vite vous n'avez pas le choix, il faut très vite s'entourer. Donc moi je trouve qu'il y a énormément d'avantages à être solo founder, c'est que déjà au moins il y a un capitaine très clair dans l'équipe, et quand la boîte grossit, il n'y a pas cette espèce de cénacle de cofondateurs où les uns et les autres grandissent à vitesse, à géométrie variable, et c'est parfois gênant. Là au moins ça avait le mérite d'être clair, mais par contre j'avais dû créer autour de moi une équipe très forte. Parmi les entrepreneurs, la question du solo founder, c'est souvent un débat. Et parce qu'on se méfie parfois, alors je le dis du côté investisseur aussi, ouais, parfois on se méfie de l'homme orchestre parce qu'on sait qu'il faut effectivement savoir s'entourer, que c'est aussi un des rôles du fondateur. Alors c'est pas forcément effectivement avec des associés comme tu le dis, mais en tout cas la question est posée. Et est-ce que ça veut dire que toi tu as vécu des mauvaises expériences, d'ailleurs peut-être que tu voudras pas en parler, par le passé, sur le fait d'être plusieurs associés, que ça pose des problèmes de prise de décision ou de ralentissement ou quoi que ce soit d'autre? Vécu ou entendu, comme ça on te laisse. Non, mais enfin, je veux dire, c'est une logique et normale. Dès l'instant où on part de zéro, la probabilité, d'ailleurs, on lit bien, la raison pour laquelle les startups meurent, c'est soit parce qu'il n'y a pas de marché, soit parce qu'il y a une querelle entre cofondateurs. On n'est pas en train de parler d'une querelle entre un fondateur et un employé. Donc c'est bien qu'à un moment donné, ça met beaucoup de friture sur la ligne. Ça peut. Il y a beaucoup de succès, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Donc c'est... Lolo, par contre, t'as pas répondu à la question de Roro sur ce qui te manquait des tout débuts.
Ce qui me manque, c'est cette capacité à shipper, à développer une fonctionnalité en 2 jours. Voilà. Parce que le produit a grandi. On est passé de monoproduit à multiproduit. Donc, passer du monoproduit à multiproduit, c'est pas linéaire, hein, malheureusement. Il y a une exponentielle de complexité. Et c'est vrai que c'est hyper gratifiant. Il y a une bonne dose de dopamine à chaque fois qu'on mettait une feature en prod, et Dieu sait qu'on en mettait quasiment plusieurs par semaine en prod. Après, ce qui est vrai, c'est que quand le logiciel grossit, disons l'application grossit, il y a toujours des risques de régression un peu partout après. Donc forcément, j'imagine que vous passez par des phases de tests, de machin, etc., qui doivent être un peu frustrantes. Exactement. Et donc là, pour répondre à la deuxième partie de sa question, parce qu'il dit, du coup, on va en parler. Pour le coup, tu vas pouvoir lui répondre tout au long de cet épisode sur les 4 ans à venir. T'évoquais du monoproduit au multiproduit. C'est le moment aussi où Launcher est devenu Swile. Je sais que tu voulais aussi en parler de ce changement de marque. Moi, j'aime bien les questions autour des changements de marque. Nous, on l'a vécu aussi quand on a vendu Pricer à Rakuten. Donc, on n'a pas choisi la marque, mais on a dû réfléchir au changement de marque. Et donc, ce qui est toujours intéressant, c'est la double question, c'est pourquoi on change de marque, donc comment on trouve la nouvelle, et puis après, le processus en tant que tel. Qu'est-ce qui fait qu'on minimise les risques, parce qu'on a quand même des gens qui connaissent la marque précédente, des clients, B2B, B2C, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement? Est-ce que tu as une sorte de petite liste de best practices à partager à tous les entrepreneurs qui sont là? On commence par la liste ou on commence par le pourquoi? Le pourquoi, c'est déjà, ça fait partie de la liste. À quel moment il est nécessaire ou pourquoi on change de marque? Parce que forcément, il y a un actif qu'on a commencé à construire. Donc, du coup, il y a un coût à changer de marque. Donc, on imagine que les opportunités identifiées sont plus élevées que les coûts. Bien sûr. Donc, nous, on a commencé sous le nom de Launcher. Comme son nom l'indique, on était très axé sur la pause déjeuner, à travers notamment notre offre de carte titre restaurant. On dit souvent qu'il faut être focalisé. Donc on est resté focus sur cet angle-là pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on sentait qu'on était en train de bien pénétrer le marché, un marché oligopolistique, vieux de 50 ans, tout allait bien. Mais évidemment, on a voulu ne pas s'arrêter là et se dire que finalement, la technologie qu'on mettait au service de l'employé pour la pause déjeuner, il faudrait qu'on la mette au service de l'employé, mais du matin au soir, finalement, et pour tout. Et arrêter de considérer aussi cette carte titre restaurant comme une carte qui va gérer que des titres restaurants, mais on voulait en faire une carte employée en tant que telle, quoi. Mais du coup, est-ce que l'idée de dépasser Launcher était déjà dans ta vision de départ? Non. Ou c'est une opportunité qui s'est créée? Non. On imagine que non, parce que j'imagine que Launcher se s'est appelé Launcher parce que c'était le go-to-market. Cette aventure Swile, elle a changé 3 fois d'industrie en 3 ans, quoi. On a commencé en food tech, en tant que food tech officiellement, c'est-à-dire une plateforme de commandes groupées pour faciliter la pause déjeuner entre coéquipiers. Et c'est au moment, alors là, le passage de la food tech à la fintech, il était très court parce que j'ai arrêté Tids. 15 jours après, je montrais les mock-ups au restaurant de ma super plateforme de commandes groupées. Et le premier restaurant dans lequel j'avais mes habitudes m'a dit, est-ce que les gens vont pouvoir payer en titre restaurant? Je lui réponds non, mais ils ont leur carte pour payer. Il me répond, oui, mais moi, 70% de mon chiffre d'affaires, je le fais en titre restaurant. Et pire que ça, 95% de ces 70%, donc la totalité, c'est du papier. Donc, on avait d'un côté des gens qui avaient du papier et nous avec cette belle plateforme de commandes groupées. Donc, le truc, elle marchait pas. Donc, t'as pivoté dès le premier rendez-vous. Avant même d'être sorti. Donc, c'est pour ça qu'on a officiellement jamais été vraiment food tech. On a été connu comme étant une fintech, mais le projet de base, pour répondre à ta question, c'était une food tech. On a switché immédiatement en fintech. Et de fintech, 2 ans après, on annonce le fait qu'on a envie de devenir une work tech, c'est-à-dire non pas vraiment c'est HR Tech ou Work Tech, ça oui. Alors, je sais pas quel est le bon terme. Plutôt Work Tech parce que le HR Tech il est très centré RH. Sur les outils RH, oui. Alors que nous Work Tech c'est très centré sur les outils employés. D'accord. Et donc la fintech, en fait, la fintech, elle a été imposée par le marché parce que sinon tu pouvais pas. La fintech était imposée sur le marché. Emborder les restaurants. C'est ça, exactement. C'était surtout le business model. Hein. C'était un business model tout trouvé puisque on avait simplement, entre guillemets simplement, mais à apporter la bonne solution produit à un marché déjà existant et donc à aider le marché à shifter du papier à la carte. C'est clair. Bon, c'était pas une mince affaire, mais en tout cas, on a trouvé on a eu le product market fit et donc ensuite on s'est développé.
Mais moi, j'ai trouvé que la profondeur de jeu du simple marché de titres restaurants. Alors, tout le monde pense que le marché de titres restaurants, c'est que français, etc. Non, le marché des titres restaurants, il y a des titres restaurants dans 33 pays dans le monde. Le marché numéro 1 mondial des titres restaurants, c'est le Brésil. C'est 4 fois plus gros que la France. C'est très gros au Brésil, au Mexique, en Europe du Sud, etc. Donc, mais malgré tout, je voulais vraiment aller au-delà de la pause déjeuner. Et c'est pour ça qu'on a fait le shift de luncher, donc qui était beaucoup trop orienté lunch, à Swile, qui veut dire Smile at Work. C'est le W qu'on retourne. Le M de Smile qu'on retourne en W de Work. T'évoquais aussi certains pays. On a une question sur l'international de Laurent Garret. Vous avez un message. On l'écoute. Bonjour Loïc. Swile est devenue la 19e licorne française en 2021. Bravo. Et vous êtes lancé à la conquête du Brésil et du Mexique. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Et après la France et maintenant l'Amérique latine, quels sont les prochains marchés que vous souhaiteriez ajouter à votre palmarès? Merci. Laurent Garret, qui est, je le rappelle, le président de Neuflis OBC. Alors, on ambitionne d'être un leader mondial. Donc, naturellement, comme je vous l'ai dit, le Brésil est le marché numéro 1 mondial des avantages salariés. Donc on n'a pas d'autre choix que d'être à la fois présent et très fort au Brésil. Et donc plutôt que de diversifier nos investissements, on préfère mettre tout notre focus sur ce pays-là. Le Brésil, c'est un peu nos États-Unis à nous. Quand on monte une start-up, très souvent, on pense aux États-Unis en premier. Quand on veut aller attaquer un énorme marché international, nous, il s'avère que c'est le Brésil. Et puis après, évidemment, on compte pas s'arrêter là. Mais sur la base d'un duo de pays très forts, rentables, l'idée c'est d'aller vers une expansion globale, notamment et pas que à travers les titres restaurants ou les avantages salariés, mais cette super app dédiée aux employés permettant de gérer le quotidien en entreprise. Donc la stratégie finalement d'expansion internationale, ça consiste à obtenir une pénétration, une densité forte sur certains marchés plutôt que d'ouvrir plein de pays différents uniquement par exemple sur le ticket restaurant. C'est plutôt pénétrer et vendre, faire le maximum d'upselling, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, à l'intérieur d'un marché, d'en faire un success case et ensuite de passer au suivant. En fait, ça s'explique assez naturellement. On n'a pas des budgets limités, malgré le fait qu'on ait eu des beaux succès financiers. Ça reste malgré tout un budget limité. Si j'ai 5 €, plutôt que d'en mettre un en Espagne, un en Italie, un au Brésil, un au Mexique et un en Roumanie, je préfère en mettre 5 au Brésil, parce que du coup, in fine, vu qu'on est dans un marché multilocal... Certains pourraient dire il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est pas comme ça qu'on y arrive. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est dans un marché multilocal. Et donc, qui dit multilocal, dit vraiment à chaque fois avoir une force terrain assez conséquente dans chacun des pays. C'est pas il y a aussi des réglementations. Il y a des réglementations. Le droit du travail, c'est etc. ça. En fait, et donc c'est pareil, c'est ajouter beaucoup de complexité. Alors que si vous concentrez sur un pays qui est suffisamment gros, sur lequel vous pensez qu'il y a une marge de manœuvre intéressante, faisons-le. Donc ça a été vraiment notre choix. Il y a plein de stratégies de développement, enfin au fil des épisodes 40 nuances de Next, quand on parle d'international, chacun a sa manière d'entrer sur un pays. C'est quoi la méthode? Il n'y a pas une bonne manière. En fait, il faut juste faire en fonction du contexte qui est le vôtre. C'est pas une manière. Moi, je suis pas pro Brésil en tant que tel. Il s'avère que toi, t'es parti 6 mois au Brésil, t'as embarqué des équipes, t'as recruté d'abord là-bas. La clé, c'est les hommes, comme d'hab, avec un grand H. Donc c'est vraiment, s'assurer d'avoir la bonne équipe en place. On a recruté un patron de pays brésilien et pas français, parce qu'il y a beaucoup de Français au Brésil, mais là, on a voulu prendre un patron de pays brésilien qui connaissait par cœur le marché, des avantages salariés, qui venait de là, ça faisait 20 ans, donc c'était évidemment un accélérateur. Est-ce que parce qu'il y a aussi certaines startups qui sont parties de France en faisant parfois des acquisitions, donc du build-up. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Ou est-ce qu'il y a tellement pas de concurrents à acheter, il n'y a pas de cible, peut-être, j'en sais rien. Si. Mais, donc c'est vrai que Thomas m'a embarqué sur le recrutement, mais évidemment on a fait un rachat aussi au Brésil, d'une start-up. Wait. Vous avez un message. Bonjour,
Vous avez bouclé votre 4e rachat en mai dernier avec la start-up Ocarito. Ces opérations ont-elles toujours été couronnées de succès et quelle est, selon vous, la recette pour bien les réussir ? Donc cette question, elle est de Anne Taffin, journaliste chez Madines. Alors du coup, elle évoque là Ocarito, mais il y a la recette qui est derrière le rachat de boîte, c'est la 4e. En fait, il y a un framework qui dit build, borrow or buy. Ouais. Donc, soit je construis, soit je fais un partenariat, soit j'achète. Pour le Brésil, donc pareil, à chaque problématique, sa solution. Hein, c'est pas à chaque fois buy, c'est pas à chaque fois borrow, c'est pas à chaque problématique sa solution. Il s'avère que pour le Brésil, il s'avère que il faut savoir que le marché des avantages salariés, c'est un marché assez cash intensive, c'est-à-dire que il faut vraiment atteindre un point assez haut de volume pour commencer à être rentable. Une fois que c'est atteint, par contre, le modèle économique est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a des marges assez étroites, c'est ça, donc il faut des gros volumes. Exactement. Et donc, évidemment, ne pas démarrer de zéro, c'est un avantage parce qu'il y a déjà une forme de célérité. Et nous, on arrive avec à la fois notre expertise et nos moyens pour accélérer une équipe qui est déjà en place. Ce qui est vrai, ça veut dire que tu as les clients, mais là, c'est ton produit que tu vas proposer. Oui, mais il s'avère que la cible, donc on a acheté au Brésil Vie, avait déjà un super produit sur lequel on a pu capitaliser avant de faire l'intégration technique en tant que telle. Donc pendant quasiment... ça fera 18 mois là. Il y aura 18 mois plein où on aura tourné à 100% sur le produit de vie et où on s'est simplement concentré à bâtir la meilleure équipe possible autour. Donc ça vaut pour l'expansion internationale, mais il y a des enjeux de produits. On est passé de monoproduit à multiproduit. Et quand on est passé de Launcher à Swile, il fallait vraiment qu'on change d'ADN finalement. Hein, on passait du monde des avantages salariés au monde RH de manière globale, et c'est pour ça que nous avons fait 2 acquisitions. Avec notamment Brick et Jérémy Sizik qu'on avait reçu sur notre podcast Cash Out. Voilà, donc Brick, la fine équipe, le trio, qui était vraiment spécialisé sur la mesure de l'engagement des collaborateurs, et Suivana, plus pour nous permettre de mettre un pied dans le monde des CSE pour gérer les titres cadeaux. Parce que quand on a fait passer notre carte d'une carte titre restaurant à une smart card, une seule carte pour gérer tous vos avantages, mais il a fallu qu'on gère les titres cadeaux. Les titres cadeaux, c'est pas géré par RH, c'est géré par les CSE. Ah, CSE, c'est une nouvelle cible. On connaît pas cette cible. On a besoin d'une expertise. Et bien on est allé chercher dans l'équipe Suivana. Et ensuite, plus tu as d'outils, plus est-ce que tu peux avoir du coup des go-to-market qui, par exemple, tu parles de la mesure d'engagement des salariés avec Brick, ça peut être une façon d'entrer chez un client pour ensuite vendre éventuellement d'autres outils. En fait, l'énorme avantage d'être dans une logique unifiée, c'est que une fois que vous avez par exemple signé avec le CSE d'une boîte donnée, vous avez équipé tous les collaborateurs avec une carte avec à l'intérieur des titres cadeaux, parce que c'est le CSE qui donne les titres cadeaux. C'est hyper facile pour le RH ensuite de dire en fait tous les collaborateurs sont équipés. Maintenant je vais mettre les titres resto dessus. Donc il y a plus de déploiement à faire. C'est du one shot. Il est smart. Hein. Ouais. Je reste sur les sujets M&A avec une question de Valérie Spies de Neuflis également qu'on écoute. Vous avez un message. Bonjour Loïc. Tout d'abord bravo pour votre brillant parcours d'entrepreneur et pour la réussite de Swile. Quelle évolution on a encore vu récemment avec l'acquisition d'Ocarito en mai dernier. Cela vous permet d'enrichir votre palette de services. Alors, sans dévoiler trop de secrets, quel serait le ou les prochains services que vous aimeriez proposer à vos utilisateurs ? Quelles évolutions voyez-vous encore pour Swile dans les mois et années à venir ? Tu l'as dit, tu as la carte maintenant, il y a plein de choses à proposer dedans, j'imagine que ça cogite. Ouais, en fait, non, mais on va sortir la carte, justement, là, on va parler de la super app en tant que telle, parce qu'en fait, derrière chaque grande carte, il y a une grande app. Notre Punchline. On a, tout l'enjeu, c'est de se dire, voilà, on a une expérience employée qui aujourd'hui est complètement fragmentée. En tant qu'employé, vous utilisez 20 à 25 outils différents pour gérer votre quotidien en tant qu'employé. Mais votre quotidien personnel.
Vous avez un outil pour répondre à des sondages, un autre outil pour aller voir votre bulletin de salaire, un autre outil pour faire votre dépose de congé, un quatrième outil pour faire vos frais professionnels, un cinquième outil pour parler avec vos collègues. On continue ou j'arrête? Bon, en moyenne, c'est plus de 20. Là j'imagine plein d'entrepreneurs derrière les écouteurs qui se disent ils vont prendre mon marché, ça commence à prendre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de startups qui ont digitalisé le monde des RH, mais effectivement de manière un peu morcelée, quoi. Voilà. C'est ça le sujet. Et le truc, c'est qu'il y a des services qui sont considérés comme must-have et d'autres qui sont un peu plus nice-to-have. Le sujet, c'est que ce même nice-to-have là, qui peut être perçu, c'est peut-être ce petit outil là, nice-to-have. S'il est mis dans une seule et unique application, on est persuadé, nous, que le tout est plus fort que la somme des parties. Enfin, il va pouvoir être utilisé. Enfin, de manière hyper naturelle, il va pouvoir être utilisé par les collègues. Donc là, tout l'enjeu, c'est vraiment de créer cette super app dédiée aux employés, simplifier l'expérience utilisateur. Et non, Thomas, pour répondre à ta question, l'idée, c'est évidemment de bâtir un écosystème hyper fort. On n'est pas là pour tout build, hein, on revient sur le framework. On est là pour borrow, donc faire un maximum de partenariats, un peu comme les grandes plateformes américaines peuvent faire. Et donc tu peux éventuellement ou tu pourras brancher d'autres applications partenaires sur l'application tout l'enjeu, Swile avec des API ou autres qui permettront d'être connectés, d'ajouter de la valeur ajoutée. J'imagine que ça reste dans l'ADN de l'engagement des salariés. Complètement. C'est pour ça qu'on se considère comme une work-tech et pas une HR-tech. On n'est pas là pour demander aux RH de changer leurs outils fondamentalement. On est là pour se connecter aux outils qu'ils utilisent eux à titre personnel. Mais en revanche, on est là pour unifier l'expérience côté employé. Tous ces services, tout cet écosystème, là, moi, ça m'interroge sur le pricing. Moi, j'imagine ce qui se passe dans la tête de n'importe quel entrepreneur en SaaS ou qui a un produit, un service, c'est comment je le price. Là, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est un prix juste à l'utilisateur, mais avec toujours le même service, quelle que soit la boîte, ou il y a de l'upsell, des features supplémentaires qu'on peut prendre en plus? Alors, pour tout ce qui touche à la Swile Card, c'est toujours le même business model, hein, c'est-à-dire il faut savoir que 70 à 75% des revenus sont générés au moment de la transaction côté marchand. Donc ça, c'était notre business model FinTech. Et là, on est vraiment sur une transformation vers une WorkTech, donc un business model beaucoup plus SaaS et avec deux produits très distincts. Un produit dédié vraiment à gérer toute la communication interne et mesure du pouls des employés, etc. pour les RH. Donc là, il y a un prix par mois par employé. Et un deuxième qui permet justement d'unifier tous ces outils un peu administratifs utilisés par les employés. Et là, pareil, c'est un deuxième prix distinct. Je m'interroge sur les concurrents. Est-ce que il y a d'autres boîtes qui ont qui ont une vision proche ou une étendue aussi importante que la vôtre? Juste peut-être pour compléter cette question, je me disais que probablement justement dans les HR-tech, il y a des gens aussi qui essayent d'agréger des services, etc. Donc plus tu arrives sur un marché un peu plus large qui fait le lien entre les travailleurs et les RH, plus tu arrives avec des concurrents qui eux viennent d'autres endroits qui ont adressé d'autres besoins, mais qui finalement petit à petit se retrouvent un peu au même centre de la politique de capital humain d'entreprise. En fait, il y a un marché qui est déjà très très existant, notamment le marché des HR Tech. Donc toutes les HR Tech, je pense, à moyen terme, vont devenir WorkTech parce qu'elles sont finalement hyper centrées admin, au détriment clairement de l'expérience salariée. Voilà, donc plus ça va aller, moins on sera une fintech, plus on sera une worktech, et plus effectivement nos points de repère seront plus dans cet univers. Est-ce que par exemple des gens comme Spendesk sont tes concurrents? On les a reçus aussi il y a pas très longtemps. Donc est-ce que du coup c'est Spendesk typiquement, ça fait partie des gens qui ne sont absolument pas concurrents. Très bien. Pourquoi? Je vais répondre très clairement à la question. Je sais que Loïc n'est pas langue de bois, donc il y a une vraie réponse. Il y a Spendesk, je laisserai Rodolphe confirmer ou infirmer, mais c'est dommage, on l'a eu il y a 2 semaines. Leur cible, fondamentalement, c'est les CFO. D'ailleurs, ils font des événements CFO Connect. C'est vrai. Voilà, nous, notre cible, c'est les RH. Et une boîte comme Loomaps? Loomaps, alors ce serait intéressant d'avoir la discussion, parce que de ma compréhension, ils sont plus centrés sur les DSI
Ouais, avec quand même tout un écosystème de services. Évidemment, mais fondamentalement, à qui ils vendent? Ils vendent à la cible DSI. De ma compréhension. En grande partie. Je vois l'horaire qui file et finalement, excuse-moi, peut-être un commentaire sur ça. C'est ça fondamentalement. Quand on dit rester focus, c'est pas rester focus que sur une fonctionnalité en tant que telle. On peut décider d'élargir notre spectre d'activité. L'essentiel, c'est de pas changer de cible. C'est ça qui crée du défocus, en fait. C'est de vision aussi. Focus sur la vision, ouais. Alors, est-ce que, je sais pas si on arrive au terme du premier épisode, parce que j'avais des questions sur la chaîne de financement, parce que c'est vraiment une histoire très rapide de financement. Tu as accédé très vite au statut de licorne. Et on voit qu'il y a eu plusieurs tours. Et c'est vraiment l'histoire parfaite de la start-up qui fait seed, série A, série B, série C, série D, etc. Donc bravo déjà pour ce parcours. Est-ce qu'à chacune de tes levées de fonds, ça correspondait un peu à un des pivots, c'est-à-dire de Launcher à Swile, etc. Ou est-ce que tu as une nouvelle histoire à raconter qui permet d'aller chercher le ticket supplémentaire? Et après, j'aurai une autre question spécifique sur SoftBank. Ok. Alors, pour répondre à la première, du coup, oui, le seed, on l'a fait en foodtech. Et donc, Daphne, via Marie, quand elle raconte, elle dit qu'elle est plus misée sur éventuellement ma capacité à pivoter que sur le projet en tant que tel. Mais on va dire qu'en tout cas, officiellement, c'était à l'époque de la foodtech, qui n'a jamais existé. La série A, c'était 3 mois après le lancement officiel de notre carte titre restaurant, sur lequel on avait déjà pré-signé 100 sociétés, ce qui était loin d'être anodin. Pour un volume d'affaires que tu arrives à estimer à combien, tu te rappelles? 100 sociétés, ça devait être 100 sociétés de 10 personnes en moyenne, parce que c'était vraiment les startups, etc. Mais en tout cas, on sentait qu'on avait... C'était vraiment une levée d'accélération. La série B, c'était encore une levée d'accélération sur la France. Parce qu'encore une fois... C'était toujours plutôt la carte restaurant. Là, c'était la carte restaurant. Ouais. Série A, série B, c'était la carte titre restaurant. Série C, Swile. Donc, changement de marque. Mais donc, Swile au sens... vraiment, voilà, le changement de marque. Donc, assumer notre volonté et avoir les moyens d'aller étendre notre proposition de valeur. Et Série D, l'international. Donc, ça amène à SoftBank. Et je sais pas si certains ont vu la série We Crashed, mais qui parle de WeWork. Et donc, SoftBank, c'est souvent autour parfois de certaines polémiques dans la Silicon Valley. C'est à la capacité à survaloriser des sociétés. On pense à leurs interventions aussi dans plein des grosses boîtes. Mais WeWork, c'était la plus classique. Et du coup, est-ce que tu vois chez WeWork un esprit particulier ou quelque chose qui est avec beaucoup plus d'ambition? Ça donne un peu l'impression quand on regarde WeCrash. Oui, chez SoftBank, par exemple. Quand on a vu WeWork, on comprend que ça crache, mais il y a quand même une énorme ambition des investisseurs de changer le monde, de changer notamment d'ailleurs le monde du travail, puisque c'est le lieu de travail. Mm-hmm. Donc, indépendamment des fondateurs ou de tout ce qui est raconté dans la série, on sent qu'il y a un esprit déjà, c'est un énorme fonds. Enfin, ce sont des énormes fonds parmi les plus gros du monde. Et du coup, est-ce que tu sens quelque chose qui change aussi ton ambition qui était déjà grande? C'est évident que si vous manquez d'ambition, vous faites un call de 20 minutes et puis c'est terminé. Ça c'est avec eux ou en général? Avec eux particulièrement? Non, tous les gros fonds de growth qui existants ou apparus dernièrement, quand même les grosses levées, c'est quand même pour donner vie à un projet d'envergure mondiale, d'une manière ou d'une autre. Il y a cette notion d'impact. On parle beaucoup d'impact. Voilà. Donc, il faut pas oublier qu'ils arrivent. Après, ça reste quand même des investisseurs. Donc, ils arrivent, ils mettent X. Ils mettront X que s'ils sont persuadés que cette boîte, en termes de chiffre d'affaires et pas de valorisation, elle est capable d'aller jusque-là. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur de marché? Oui, non. Est-ce que l'équipe est la bonne pour mener à bien ce projet? Oui, non, etc., etc. Mais est-ce qu'ils ont beaucoup regardé tes chiffres, la tendance de ce moment-là, ou est-ce que c'est plutôt une capacité à se projeter dans une histoire que tu racontes, et puis aussi la taille du marché, etc. Mais là, j'ai envie de dire, peu importe le contexte économique, celui d'aujourd'hui ou celui d'il y a 6 mois, a dramatiquement changé, fondamentalement changé.
Pour autant, il faut pas oublier que les investisseurs, oui, ils regardent les chiffres, mais même sur des stades avancés, ils continuent à parier sur un futur, puisqu'ils parient sur la création de valeur future. Donc, soit je crois en la capacité de la société qui a des gros fondamentaux à aller chercher et à aller créer ce futur ou pas. Ils investissent évidemment avec une vision de la sortie. L'étape d'après, c'est encore une plus grosse levée ou déjà t'envisages l'exit prochaine ou un jour. Est-ce que c'est des choses une introduction en bourse? Ouais. Je suis vraiment, moi, à titre personnel, en tout cas dans une perspective long-termiste, pour plein de raisons, mais la première étant que j'ai déjà eu la chance d'avoir un premier succès. Donc du coup, je suis en pleine réalisation de moi dans cette aventure. Donc évidemment, ça me permet de gérer, je pense, les choses différemment, avec beaucoup plus de vision long terme. Donc d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps à travailler la vision pour m'assurer d'avoir suffisamment de profondeur de jeu, justement pour pas buter et pour pas arriver sur cette question fatidique de est-ce que on doit vendre ou pas maintenant. On est beaucoup plus là dans une dynamique de racheter que d'être racheté. Parce que justement, je pense qu'on a posé les jalons, les différents jalons qu'on avait envie d'aller chercher dans les 10 prochaines années. Et donc, oui, ça passe par une IPO parce que mon calendrier n'est pas celui des investisseurs qui nous ont attendus depuis le début. Nous ont suivis depuis le début. Je te propose de passer à une rubrique que Olivier adore par-dessus tout. On se projette justement dans l'avenir et tu pourras répondre à Roro. I have a dream, c'est effectivement un peu le changement de société, la société de demain. Et typiquement, en général, les entrepreneurs de NES40 sont censés avoir une vision, mais on sent que la tienne est très incarnée. Et donc, qu'est-ce que tu projettes, pas seulement pour WeWork, mais du coup, je repense à WeWork, Future of Work. Non, je repensais à Future of Work parce que du coup, je rebondissais sur ce fondateur-là. Mais est-ce que tu arrives à projeter du coup un Future of Work dans lequel Swile évidemment un rôle important, qui permet, comme on dit pour les startups, ton play, c'est-à-dire le terrain de jeu en fait sur lequel tu sera vraiment énorme et qui sera peut-être décisif dans la transformation. Alors pour toi, ça passe par l'engagement des salariés. Donc qu'est-ce qui fait que ce sera un succès dans le futur? Alors, je vais reprendre sur le dernier mot que tu as cité, c'est l'engagement. L'engagement, il faut pas oublier que ce n'est qu'une conséquence. C'est pas une fin en soi, l'engagement, c'est une conséquence d'un bien-être quelconque. D'accord? Quand je dis je suis engagé, c'est une forme de conséquence et de cadeau que l'employé fait finalement à l'employeur au sens large. Mais qu'est-ce qui fait que je suis engagé? C'est ça qui est le plus important. Et donc aujourd'hui, moi je suis convaincu que créer un monde finalement people first, c'est-à-dire où on met l'épanouissement du collaborateur au centre du jeu, fait qu'on va pouvoir, si on est tous bien, on va pouvoir créer une belle équipe et mécaniquement, ça aura des impacts positifs sur l'engagement, donc sur la capacité à retenir les collaborateurs, sur la capacité à être engagé, c'est quoi? C'est être plus productif, c'est avoir l'impression de même pas travailler parce qu'on est bien, etc. C'est mieux créer son produit, mieux répondre quand on est au service client aux demandes, etc. Et donc c'est un effet hyper vertueux, c'est un effet un peu boule de neige. Et donc aujourd'hui, clairement, nous ne sommes pas dans un monde people first. D'accord? Moi, je suis convaincu que la performance sociale, c'est le moteur de la performance économique. Si ça, c'est pas incarné au plus haut niveau, on est certain de pas y arriver. Et tu dis au plus haut niveau, c'est au niveau de la direction de l'entreprise ou au niveau aussi, est-ce que c'est aussi la réglementation du travail? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose en plus, tu vois, dans le droit du travail au sens large? Est-ce qu'il y a aussi, vous, du lobbying que vous faites? Non, franchement, à date, la prise de conscience est suffisante. Alors, elle n'est pas suffisante dans le sens où après, il faut avoir les bons outils pour pouvoir piloter tout ça. Mais à minima, vous pouvez avoir le meilleur outil. Si vous êtes dans une boîte toxique, il vous servira pas à grand-chose. Hein. D'accord? Donc, il faut bien que mêler et la technologie et l'intentionnalité à un moment donné est portée par le plus haut niveau.
Voilà. Et donc oui, moi je rêve d'un monde people first. Donc ça veut dire réconcilier le monde des entrepreneurs, le monde des salariés. En fait, si je dis ça, c'est parce que je crois que on va passer ensuite à la rubrique très politique. Mais il me semble que Mélenchon a traité les entrepreneurs, les patrons du coup de parasites. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais la réflexion, c'est surtout de se dire comment on réconcilie des mondes qui parfois ne se comprennent pas, alors que a priori, on est tous dans le même bateau. Mais déjà, oui, si on était un peu moins populiste, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc non, il faut justement rassembler. Il faut arrêter de cliver. Et donc, il y a des calculs politiques qui font que on pense qu'en divisant, on régnera mieux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont animés des meilleures intentions. Et moi, ce que je constate, en tout cas, c'est quand c'est le cas, je peux vous garantir que la confiance, elle est redonnée par tous les collaborateurs et qu'on grandit bien tous ensemble. Et il faut pas croire que les employés, la première chose qu'ils demandent, c'est d'avoir un salaire triplé. Il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Tout le monde sait ce que c'est 1 euro. Tout le monde sait que non, on peut pas multiplier par 2 le salaire de tous les collaborateurs dans une boîte, sinon la boîte elle meurt. Donc voilà, donc c'est juste. Et les emplois avec. Voilà, donc, mais par contre, ça nécessite d'être transparent, ça nécessite d'avoir des discours de vérité, ça nécessite d'être respectueux, ça nécessite de bien former aussi le management, hein, parce qu'on parle aussi souvent des patrons, mais très souvent, je vous rappelle qu'on quitte pas une boîte, on quitte son manager, donc on le quitte quand même plus pour des problèmes relationnels que pour des problèmes fondamentaux, politiques ou je ne sais quoi. Françaises, Français. Avec un taux d'abstention à 0%, on a voté avec Olivier pour que tu deviennes président le temps de cette rubrique. Que changes-tu, Loïc? Ou que conserves-tu? Que déploies-tu? Si tu étais président. Si j'étais président, alors déjà premièrement, je serais jamais président. Beaucoup d'entrepreneurs disent ça. Ah ouais? Bon, bah, on est mieux à être entrepreneur quand même. Ouais, voilà, effectivement. Mais non, mais en fait, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit. C'est, on le voit là, plus ça va, plus on est dans une société clivée. C'est pas comme ça que ça se passe. Et plus je suis pas d'accord. Voilà. Plus voilà. Donc c'est comment vraiment fondamentalement se reconnecter. Comment créer plus d'inclusion. Comment se comprendre. Comment faire en sorte que dans les entreprises on aille recruter et promouvoir, je sais pas moi, via l'apprentissage, etc. Et essayer d'intégrer les jeunes des quartiers qui sont quand même globalement fondamentalement exclus. Bon, c'est sûr que tant qu'on leur parle pas, on n'est pas prêt de renouer un dialogue quelconque. Bref, tout ce qui permet de promouvoir Et du coup, cette dimension inclusive, faut pas que ça reste juste des vœux pieux. Est-ce qu'il y a des actions que toi, tu penses pouvoir avoir en tant que citoyen ou chef d'entreprise ou patron de soi? Est-ce que, par exemple, dans le bien-être et l'engagement au travail, il y a des façons de mesurer aussi l'impact de la diversité, de montrer que ça peut être aussi, c'est pas juste une vision politique, mais que ça crée aussi de la valeur? Non, mais déjà, quand on parle de... on disait la diversité, c'est un fait. Ouais. Voilà, l'inclusion, c'est un choix. Ça, je vais le tweeter. Ah, bon, c'est pas de moi, donc vas-y. Alors, j'ai regardé Raphaël aux manettes pour lui dire. Non, je l'ai lu et ça m'a plu. Voilà, donc voilà. Et c'est fondamentalement ça. Donc oui, nous on essaye. Évidemment, c'est un processus itératif, mais déjà ça passe par la parité. Hein, on s'est engagé sur le pacte parité de la French Tech, à faire en sorte qu'on soit complètement dans les clous dans les temps forts. On parle encore une fois d'exemplarité, ça veut pas dire pas faire d'erreur, mais être exemplaire. Donner du temps à des associations. On a souscrit à ce qu'on appelle Vendredi, permettant aux employés de donner du temps à des associations. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin. Tu vois, typiquement, j'ai donné un exemple sur l'inclusion des populations qui sont moins favorisées.
Ouais, ça, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce qu'encore une fois. Et tu fais quelque chose dans cette direction ou pas encore, ou c'est non, projet C'est-à-dire, est-ce que dans votre politique de recrutement, tu fixes effectivement à ceux qui sont en charge de recruter, peut-être d'étendre un peu leur spectre? On essaye le plus possible, effectivement. Le problème, c'est que en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que de fait, tu es en quête quand tu es dans de l'hypercroissance, tu es en quête d'expérience très souvent parce qu'en fait, le gros problème de l'hypercroissance, c'est que la boîte grandit souvent plus vite que le collaborateur. Et donc, il y a un énorme enjeu de mobilité interne dans des sociétés d'hypercroissance parce que tu as en permanence l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps pour apprendre ce qui est attendu de toi pour les prochaines étapes. Donc, tu n'as pas forcément le temps d'inclure des gens qui sont peut-être et donc c'est pour ça que je mentionnais tout l'enjeu autour de l'apprentissage, etc., où il y a peut-être moins d'enjeux de carrière passe. Est-ce que parfois la boîte grandit plus vite que le fondateur, ou est-ce qu'on peut avoir ce sentiment aussi? Alors déjà, premièrement, je continue à apprendre tous les jours. C'est ce qui fait que je suis absolument épanoui. Sinon, je m'ennuierais. Malgré tout, je suis encore dans ma zone de confort, faut le dire, parce que à 600 chez Tids, on est 700 chez Swile. Bon, c'est quand même kiff bourricot. J'ai déjà connu ça. Donc j'espère pouvoir répondre à cette question quand on sera 2000 ou 3000. Eh bien, on se retrouve du coup dans 2 mois, parce que tu vas trop vite. L'homme derrière l'entreprise, je crois que c'est le moment. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? Tu peux fermer les yeux, t'allonger, on va se parler. Voilà, pas trop. Écoute, là, on va s'intéresser à Loïc, qui est l'entrepreneur, mais aussi qui est une personne. Et je me demande, est-ce que tu as autre chose à côté que ta vie d'entrepreneur? Parce que tu as l'air tellement habité. Je pose pas toujours cette question, mais chez toi, ça a l'air d'être ta bande passante et ton cerveau ont l'air complètement dans l'entreprise. Ce qui n'est pas ni un défaut ni une qualité, mais et même sa tenue vestimentaire. C'est vrai. Oui, non. C'est vrai que je suis habité ou animé, ça c'est clair. J'ai trouvé beaucoup de sens dans Swile, ce qui fait que, voilà, c'est pas une posture, c'est fondamentalement pensé. Mais à côté de ça, j'oublie pas aussi que tout est une question d'équilibre et que non, ce qui se passe dans ma vie perso a un impact dans ma vie pro. Et vice versa, ouais. Exactement. Et ça, j'en ai très conscience. Donc, j'essaye d'avoir un bon équilibre de vie avec ma famille. J'ai 3 enfants, une femme. Voilà, on est 3 depuis 2 ans. Donc, j'ai respectivement 12. Et tu vis à Montpellier. Ouais, on vit à Montpellier. 12, 6 et 2. Et donc, énormément aidé par ma femme qui a arrêté de travailler quand on est descendu à Montpellier, qui a accepté de mettre en parenthèse momentanément sa carrière le temps que tout se mette en place, parce qu'en fait, accueillir des enfants tout en essayant de monter 2 scale-up, Etids et Swile, forcément, ça... C'est sportif, donc je l'appelle ma Chief Family Officer. Tu as laissé 15 jours pour savoir si elle reprenait entre les 2 boîtes, quoi. Ouais, ça peut près ça. Mais non, voilà. Et puis après, j'essaie d'avoir des hobbies. J'adore le sport auto. J'adore le sport de manière générale. Est-ce que du coup, tu travailles le week-end? J'ai eu jusqu'à il y a... Jusqu'à il y a 2 ans. Non, jusqu'à il y a 2 ans. Non, j'ai un peu calmé il y a 2 ans. Jusqu'à il y a 2 ans, je travaillais encore beaucoup trop. Et j'ai quand même calmé parce que au début de Launcher, je montais toutes les semaines, 3 jours par semaine à Paris, en prenant le tout premier avion et le tout dernier avion. J'ai tenu 2 ans comme ça. Et j'ai dit non mais là si je suis en train de donc je me suis dit mais attends, je suis en train de bâtir un truc où je suis hyper excité à être dans 10 ans, mais je tiendrai pas 10 ans comme ça. Ouais, parce que c'est un marathon, donc effectivement c'était un complètement. Et donc j'ai complètement quand même, j'ai essayé de réduire un peu. Après je suis quand même toutes les semaines à Paris. Tu l'as dit, tu es aussi père. Moi, je me rappelle un entrepreneur qui avait une boîte d'à peu près 1 milliard et qui, un peu âgé, à qui j'ai demandé s'il regrettait quelque chose dans sa grande réussite entrepreneuriale. Et c'était le fait que sa femme l'ait quitté, que ses enfants lui parlent plus.
dans cette période que tu as évoquée des premières années d'hypercroissance, à quel moment, enfin déjà comment tu arrives à jongler entre ces deux vies qui vont très vite et des enfants qui grandissent a priori aussi vite que tes boîtes? Déjà parce que encore une fois, et là je remercie ma femme qui est un peu qui m'aide à prendre conscience de tout ça. Donc j'ai conscience de tout ça. Du coup, je suis présent à 19h quand je suis à Montpellier pour le dîner. Je couche mes enfants, donc je fais une pause de 19 à 20h30 et après je peux retravailler. Et tous les samedis matins, j'amène mon fils au foot aussi, donc c'est très important pour moi. Donc on a quand même l'impression de passer des bons moments. Et alors là, merci entre guillemets la pandémie. Parce qu'il y a une chose que je ne faisais pas, c'est-à-dire que les enfants, ils ont pas mal de vacances, évidemment. Donc ils partaient en vacances sans moi. Donc grâce à la pandémie, vous êtes restés ensemble. Exactement, parce que du coup, je peux les suivre, travailler à distance. Mais au moins, je suis avec eux le matin, le soir. Ils savent que je suis pas complètement là, mais je suis quand même là, quoi. C'est quelque chose que tu as gardé de la pandémie, c'est on part ensemble. On part ensemble. Je bosse, mais on part ensemble. Je pose une question un peu provoque du coup sur le rapport. Alors tu me répondras comme tu veux ou si je suis hors sujet, mais sur le rapport homme-femme, le fait que du coup la femme s'arrête de travailler, ça sent le schéma un peu ancien où du coup l'homme et là toi tu dis family officer. Évidemment j'ai bien compris qu'elle a un vrai rôle et ma femme arrête pas de me le dire aussi à moi, donc je comprends le sujet. Mais est-ce que honnêtement, si par exemple ta femme te disait qu'elle voulait lancer une entreprise, tu serais capable de faire la même chose que ce qu'elle a fait? En sens inverse, c'est-à-dire, tu vois, de te mettre en pause. Franchement, ouais. Franchement, ouais. J'en attendais pas moins. Non, mais franchement, et d'ailleurs, je lui ai dit parce que typiquement, là, je sais, tant mieux, c'est enregistré, comme ça, elle pourra le ressortir plus tard. Si elle a accepté de descendre à Montpellier, une ville qu'elle connaissait pas du tout, si elle a besoin plus tard qu'on bouge de ville, etc., pour qu'elle puisse s'épanouir, etc., je la suivrai avec plaisir. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Et elle le dit elle-même. On avait besoin de bâtir un truc ensemble, au sens ensemble. Et elle s'est dit, là, il y a une opportunité qu'on peut pas laisser passer. Elle devrait être investisseur. De elle-même, quand on a vendu Tease, elle m'a dit, mais alors Launcher à l'époque, elle m'a dit, mais ça va aller encore plus fort, plus vite. Donc en fait, c'est ma première supportrice. Donc on est ensemble, quoi. Ah, c'est génial. Et est-ce que, enfin, pardon. Vas-y. J'allais revenir dans l'enfance. Oui, mais moi, je voulais parler de tes enfants à toi, du coup, parce que finalement, en dehors de la question du Covid, c'est vrai que le rapport on se demande toujours si les entrepreneurs ont envie que leurs enfants soient aussi entrepreneurs. Donc, est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que tu t'en fiches et tu dis, l'important, c'est qu'ils trouvent leur bonheur, ou est-ce que tu te projettes précisément vers eux, et est-ce que tu fais quelque chose dans ce sens, c'est-à-dire tu leur donnes une impulsion, tu leur transmets des choses qui vont aller dans une direction précise? Non, pour l'instant, je suis beaucoup plus terre à terre. À 12 ans, on est dans la préadolescence. J'ai bien plus terre à terre. Voilà. On est encore un peu loin. Et si c'est 2, non, c'est beaucoup trop prématuré. En revanche, est-ce que je serais fier? Probablement. Mais est-ce que je serais déçu s'ils ne le sont pas? Absolument pas non plus. C'est une évidence. J'espère qu'ils seront heureux. Voilà. Et c'est plus ça. C'est pas voilà. Non, mais tu pourrais rêver d'un modèle de capitalisme familial. Non. Comme ça existait, hein, les Bouygues, Lagardère, Michelin, non. La famille Mullier. Ça marche? Peut-être. Alors, mais non. Okay. Peut-être. Parfois. Certainement, ça a marché, mais après, ça continuera peut-être de marcher dans certains cas, mais. Je reviens du coup juste pour quand même, parce que ça, pour le coup, tu vois, moi je viens d'une famille de médecins. Typiquement, j'aurais détesté. C'est-à-dire que, mais quand je dis dans la santé, c'est tout le monde. C'est mon père gynéco, ma mère urgentiste, mon frère kiné, ma sœur sage-femme, mon oncle dentiste, ma tante aide-soignante, ma marraine. Quoi. Voilà. J'aurais détesté qu'on me force à aller dans la médecine. Donc, j'ai réussi à trouver ma voie. T'es passé du scalpel à la scalope. Voilà, ça peut près ça. Mais est-ce qu'il y avait quand même une pression induite pour que tu ailles vers la médecine, même si c'était pas dit? Il y avait une sorte de tendance naturelle à éventuellement t'inscrire en médecine? Non,
Non, il n'y a pas une tendance, mais par contre, tous les repas familiaux, ça tournait autour des sujets, autour de la médecine, etc. Donc, franchement, j'aurais jamais posé la question, mais je pense que si typiquement mon frère et ma sœur ont fini respectivement kiné et sage-femme, qu'on n'aille pas me dire qu'à un moment donné, ça soit pas un minimum lié, quoi. Même si j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de la moindre pression. Mais est-ce que chez toi, ça peut être un ressort de moteur, etc., qui est d'obtenir l'assentiment ou la fierté de ta famille, voire de ton père ou de tes parents en général? C'est parfois, chez les entrepreneurs, il y a soit un sentiment une volonté de revanche, ou parfois de recherche de reconnaissance, et parfois pas du tout, parce que ça dépend des parcours de vie. C'est quoi le moteur? Non, pour le coup, le moteur, je crois que c'est la création et l'impact. Donc c'est les deux cumulés, c'est-à-dire que la création sans l'impact, ça fait un peu savant fou. L'impact sans être dans la création, je crois pas que ça soit moi. Ce qu'on appelle du développement pur, c'est pas moi. Et donc c'est vraiment mêler les deux. Et donc moi, oui, j'ai trouvé ma voie. Et en fait, là où je les remercie tous d'ailleurs, c'est de pas m'avoir mis de bâton dans les roues pour le coup. Mais ça aurait pu être le cas. Donc, à minima, on m'a quand même laissé ma liberté de faire ce que j'avais envie de faire. C'était risqué, parce que je commence avec rien. Je commence avec 800 € par mois, Tids. Je vends une voiture pour tout mettre dans Tids. Donc, non, ça aurait pu être... Et du coup, si ça vient pas de tes parents, est-ce qu'il y a une inspiration autre dans ton environnement? Et ça peut être un oncle, ou ça peut être des amis, ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de devenir entrepreneur? Non. Franchement, non, c'est cette envie. Je suis un compétiteur. Donc, tu me vois sur un terrain de foot, typiquement, j'aime bien la gagne. Ça, c'est en moi, Quand j'avais 6 ans, 7 ans, je calculais pas, j'étais comme ça, quoi. Donc, et j'ai toujours aimé créer, dessiner. Tu vois, je prenais mes jouets, je les démontais, etc. Donc, non, j'ai toujours cet esprit créatif et compétiteur en même temps. Donc, tu vois, c'est pour ça que ça fait un peu un ensemble. Oui, c'est clair. Je voulais aller sur cette jeunesse et qu'est-ce qui a forgé le créateur et ce besoin d'impact. Tu l'as un petit peu évoqué. Est-ce que tu avais un business petit dans la cour d'école? Certains revendaient des cartes Dragon Ball Z, d'autres copiaient des CD pour les revendre à leurs copains. Ça, t'es en train de décrire mon frère, en fait. Donc ma mère était persuadée que mon frère allait devenir un grand entrepreneur. Bon, il a fait une belle carrière, il est en train de faire une belle carrière, mais tu vois, finalement, c'était moi l'entrepreneur et il n'aurait pas misé 1 € sur le fait que je suis entrepreneur. Donc, comme quoi, les caractéristiques pour être entrepreneur, c'est pas forcément être fondamentalement un vendeur de cassettes dans la cour de récré quand t'as 6 ans, quoi. On est joueur. Je l'ai dit en intro, l'entrepreneuriat, c'est les toutes premières fois. Ce qu'a dit aussi Olivier en intro, c'est qu'on fait zéro bullshit. Alors, je te propose question, réponse, tac au tac. Premier coup de culot. Premier coup de culot? Je suis pas méculotté. Vraiment. Je suis pas méculotté. Et je crois que c'est ce qui crée beaucoup de confiance de manière générale. Donc non, je suis pas du tout là-dedans. Et j'ai pas le caractère à ça. Premier rendez-vous investisseur? De mémoire, je crois que c'est Marie de Daphne, à l'époque Elaya, présenté par Nicolas Fonvulot de Clipperton pour la première levée de Tids. Et alors pour la petite anecdote, c'est le premier rendez-vous, très rapide, c'est plutôt bien passé alors. Alors pour la petite anecdote justement, Nicolas me dit, écoute, Elaya, ils ont des contraintes d'investissement X ou Y, je crois qu'ils n'ont pas le droit d'investir dans Tids, donc on le fait en premier rendez-vous de chauffe. Et en fait, premier rendez-vous, première signature. Bravo, ça donne confiance. Premier, ton truc, ça marchera jamais? Qui c'est qui me... Putain, voilà, T'es pas obligé de citer les gens en face. Si, je m'en souviens parce que ça m'avait bon bref, ça m'avait saoulé. Avant de faire Tids, on avait monté un projet avec le même associé qu'avec Tids. C'est resté à l'étape de projet, c'était co-booking, donc c'était la réservation de docteurs en ligne. Si ça peut vous rappeler quelque chose. Ça ne marchera jamais. Voilà. Et ben, donc vu que j'ai toute ma famille dans la médecine,
Je me dis, mais génial. J'ai au moins 18 clients déjà. J'ai au moins. Et je pourrais les voir plus facilement. J'en parle à quelqu'un de ma famille, qui est du coup la femme de mon père et mon père, et les deux me regardent, me disent non mais laisse tomber. C'est impossible que voilà, il y a des secrétaires, ça marche très bien, laisse tomber, oublie quoi. Premier recrutement foiré. Premier recrutement foiré. Je pense, probablement le premier, tout premier, je crois. Non. Premier renoncement. Premier renoncement. J'ai pas là en live. Alors... Pas de problème. Un dernier premier. Premier achat que tu as fait après ton premier exit. Ah, super. Je crois que j'ai acheté un sac à ma femme. Ok, respect. Voilà. Premier non à une proposition de rachat. Je reste sur le sujet exit. Alors, c'était le premier non. Il faut savoir qu'avant de vendre Tids à Altis, on était en discussion avancée avec un autre groupe et ça a capoté assez tardivement. Un groupe américain. Et il s'avère que ce même groupe a complètement chuté en bourse ensuite. Donc, on était très contents de finalement ne pas être allé au bout. Ils étaient déjà en concurrence avec Altis ou Altis est arrivé après ? Après. Et pourquoi ça a capoté ? C'est vous, c'est eux, c'est finalement un misfit. Mais qu'on a découvert assez tard en fait. C'est ça qui était assez dérangeant. On te fera revenir pour parler juste du sujet exit. On se prend une claque, Olivier ? Tu valides ? Carrément. Waouh! Alors, la claque, on comprend ce que c'est, et en plus, on a l'impression que chez toi, tout va toujours bien, que tu réussis toujours tout. Donc, pour démontrer que parfois la vie des entrepreneurs est aussi parsemée d'embûches potentiellement, est-ce que tu es capable de nous partager honnêtement une vraie claque dont tu t'es relevé vraisemblablement ? Ouais. 2. Comme ça, tu diras pas que j'en ai cité 0. Une pour chacun. No bullshit zone. No bullshit. Alors, la première, elle est pas liée à l'entrepreneuriat directement, elle est plutôt liée à quand j'étais en maths sup. J'ai foiré allègrement ma maths sup et j'ai retenu un énorme apprentissage. C'est que quand t'arrives, on est tous déjà la manière dont on se présente en maths sup, c'est on te demande de donner ta note en maths et en physique. C'est ton prénom, ta note en maths et ta note en physique. Ça c'est pour dire bonjour. Enchanté. Bonjour. Donc bien pour monter l'esprit de compétition. Et là en fait, t'as ceux qui tombent. Donc tout le monde était aux alentours de 18 ou plus. Et là t'as ceux qui tombent entre 4 et entre 3 et 6, on va dire, dont je faisais partie. Ceux qui étaient entre 6 et 10, et ceux qui restaient à 18, en fait. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que il y en avait 3 qui étaient à plus de 18. C'est non seulement ils étaient restés à 18, mais ils aidaient toute la classe. Et c'est de là alors que ceux qui étaient entre 6 et 10, ils étaient persuadés d'être les rois du monde, parce qu'en fait, ils écrasaient tous ceux qui étaient en dessous. Parce que vu qu'il y avait cet esprit de compétition. Et c'est là où j'ai appris une équation qui m'a suivi. C'est que l'excellence, la vraie excellence, être excellent, c'est la performance, le 18, fois la bienveillance. C'est eux qui tirent toute une équipe vers le haut. C'est-à-dire que non seulement ils sont excellents, mais en plus ils aident tous les copains. Alors que si t'es performant, en disant avec ton 10 là, mais que t'es un gros connard, ça marche pas quoi. 1000 fois 0, ça vaut 0. Est-ce que ceux qui ont eu 18, tu as eu des nouvelles après, est-ce qu'ils sont... J'ai eu 2 d'entre eux qui m'ont envoyé des petits messages sympas parce que après j'avais arrêté du coup. Enfin, j'avais pas fait la deuxième année. T'as laissé tomber du coup. Je suis allé au bout, mais j'ai pas fait la deuxième année. Et quand ils avaient vu Tids, ils m'avaient envoyé un petit message. Tu nous as promis 2 claques. La deuxième, c'est Tids, où on doit faire une grosse restructuration côté tech. Une réorg fondamentalement. Alors là, ça va pas parler, mais je sais pas comment le dire simplement, mais il y a une grosse réorganisation à faire. On passe de component team à feature team. Donc,
Et en fait, ça se passe hyper mal. Côté humain ou côté tech? Côté humain. Ouais. Parce qu'il y a des résistances de partout. Et là, je comprends pas. Parce que nous, on est animés par les meilleures intentions du monde. Et on voit bien que c'est la bonne chose à faire, vu notre contexte. Et ça se passe pas, quoi. Et vous êtes cofondateur. Et vous voyez qu'en fait, il y a des pots de banane dans tous les sens, vous comprenez pas. Et en fait, tu as fini par le comprendre? Ben oui. Je l'ai compris, et ma conclusion, c'est la culture. Ah oui, d'accord. Donc, ma conclusion, c'est de dire, mais en fait, c'est normal, on n'a pas fait gaffe. Chacun se voyait à titre individuel, il n'y a pas de problème, mais on était tous là pour des raisons différentes, en fait. Donc, si on ne dit pas les choses entre nous dès le début, évidemment que quand on doit changer de cap, il y en a qui lèvent les pagaies, il y en a qui rament à contre-courant, il y en a qui ça peut pas marcher, quoi. Et ça m'avait marqué parce que c'était un. Et est-ce que ça a mis la boîte en péril aussi ou pas? Est-ce que ça risquait? Non, mais on l'a fait dans la douleur. On a dû changer de CTO. C'était compliqué. Et je trouve que ça en valait pas la peine. Et moi, à titre perso, vu que je suis hyper empathique, etc., T'étais pas heureux de cette situation? Non, pas du tout. Et ça avait duré 6 mois, et donc c'est pour ça que je m'en souviens bien, parce que j'ai trouvé ça trop long, quoi. Beaucoup trop long. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Un café noir, une carte blanche. C'est le moment où normalement on te coupe presque pas avec Olivier. C'est le moment où l'entrepreneur du Next 40 finalement a pas eu l'interview qu'il espérait sur 40 nuances de Next et a envie quand même de ces 3 minutes pour aborder un sujet de son choix. Qui peut être aussi un sujet en dehors de la vie entrepreneuriale, Bien sûr. De la société actuelle. Non, mais ça va être lié à la société, justement. Alors du coup, promis, c'est pas un post sponsorisé pour toi, Olivier, mais en tout cas vis-à-vis de 2050. Mais on parle beaucoup je crois que le propre d'un entrepreneur, c'est avoir de l'impact. Et de tous les gens qui, au-delà de l'entrepreneur, de tous les collaborateurs qui rejoignent une scale-up, visent à avoir de l'impact. Avoir de l'impact, c'est justement avoir un impact sur la société. Pour avoir un impact sur la société, à un moment donné, oui, il faut avoir la meilleure équipe du monde, mais pour avoir la meilleure équipe du monde, il faut des moyens. Il faut appeler un chat un chat. Et donc, j'aimerais beaucoup que la finance soit beaucoup plus dirigée sur des projets qui font du bien à la société et pas que bien au portefeuille. C'est la seule façon d'arriver à avoir un impact sociétal, parce que au-delà de l'intention, si on n'a pas l'argent pour le faire, on ne peut pas, en fait. C'est juste mathématiquement pas possible. On sera cantonné à faire des projets locaux qui nous feront du bien dans un tout petit périmètre, mais là on n'est pas en train de parler d'un truc local. Là, il faut qu'on change les choses de manière globale. Le modèle actuel ne fonctionne pas. Voilà, et que ça soit niveau environnement, mais également sociétal, etc. Il y a tellement de choses à faire. Les fonds sont là, d'accord. Là, on sait qu'à l'instant T, le 21 juin 2022, les marchés sont compliqués, mais en fait, la réalité, c'est que l'argent, il est encore là, d'accord. Faisons en sorte qu'il soit mieux distribué. Et pour qu'il soit mieux distribué, il faut que impérativement, non seulement les VC soient beaucoup plus exigeants sur ce qui est attendu d'un point de vue RSE sur les projets, pour qu'il y ait vraiment cet éveil des consciences, mais pour être certain que ça marche bien, il faut que les investisseurs des investisseurs, dans ce qu'on appelle les LP, eux-mêmes soient extrêmement exigeants sur l'usage de leur argent. Ok. Dans le monde des en tant qu'entrepreneur, moi je sais trop que si on veut lever, il faut cocher des cases. Je réduis le truc au plus simple, la plus simple équation. D'accord. Il y a des cases à cocher. D'accord. Donc j'ai, à titre d'entrepreneur, j'ai envie d'avoir un impact, donc je sais que j'ai besoin de cet argent, donc je suis pas fou, je vais me débrouiller pour cocher ces cases. Bon, et ben si ce même VC il me donne d'autres cases à cocher, et ben je vais aller cocher les autres cases. Donc c'est bien que ça a un impact à un moment donné.
Et ben si les VC eux-mêmes, avec leurs propres cases à cocher pour récupérer l'argent des LP, et ben je crois que par effet de chaîne, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Et donc il faut vraiment qu'on change de manière systémique le mode de financement de l'écosystème. C'était une prise de parole bénévole de Loïc Soubeyran pour 2050. Non, mais c'est vrai que moi, je pourrais répondre pendant des heures, parce que c'est ce qui nous anime, c'est de changer le monde de la finance. On dit crafting a fertile future, starting with finance. C'est qu'on pense effectivement que c'est par l'argent qu'il faut commencer. Donc il faut changer les critères, notamment de mesure de la performance. Il faut changer la façon. Et c'est vrai que ce que tu dis sur je finirai juste là-dessus parce que c'est pas le podcast de 2050, c'est trop tentant. Mais l'idée de cocher des cases, ce que dit souvent donc mon associé que tu connais bien, donc Marie Eklund, c'est qu'effectivement les VC sont souvent un peu comme du machine learning en train de reproduire des schémas passés. Et donc les entrepreneurs, ils rentrent dans ces cases-là en disant voilà, pour lever de l'argent, il faut faire comme ci, comme ça. Donc c'est une sorte d'intelligence artificielle qui est basée sur les datas des années passées. Donc il faut arriver maintenant à inventer le monde de demain et donc à souffler le vent plutôt qu'à se laisser porter par le vent. Oh, j'adore. Quote, mais ça m'amène à deux questions, Loïc. La première, c'est, je pense qu'on peut pas dire il y a des cases à cocher après avoir évoqué tout ce sujet de ce qu'on fait de notre finance pour peut-être partager quand même quelles sont les cases à cocher à tes yeux pour convaincre les investisseurs. On a plein d'entrepreneurs, plein de jeunes start-upers déjà face à nous, là, c'est la première fois et ça fait plaisir, mais aussi surtout derrière les écouteurs. Tu le résumerais comment? Et je te pose tout de suite ma deuxième question, comme ça tu pourras enchaîner. C'est toi, du coup, en tant qu'entrepreneur et peut-être aussi après le cash-out que tu as fait avec Tids, tu dois investir, je présume. Voilà. Comment tu as ajouté, toi, cette case impact dans tes invests? Alors, les cases à cocher jusqu'à il y a peu, alors ça dépend des stades évidemment, hein, mais les cases à cocher, c'était quand même la croissance à tout prix. Donc, on va dire allez, combien? 4-5 dernières années? 4 dernières années, c'était vraiment de la croissance à tout prix. Et de manière évidente, les 2 dernières années, c'est parti un peu haut. Dans la croissance à tout prix, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait de croître sans forcément se préoccuper de gagner de l'argent. C'est un premier biais purement financier. Et puis il y a aussi sans se préoccuper des impacts sur la société en plus et l'environnement, etc. Ce qui est deux choses qui sont un peu, disons, font marcher sur la tête. Mais du coup, je pense que oui. Mais en tout cas, le monde de l'investissement se contentait largement de la première, de la croissance à tout prix, peu importe le coût que ça a engendré. Là, il y a un changement de règle du jeu qui est apparu depuis, on va dire, les 2 derniers mois, qui est à la fois très clair et très net, dans le sens rapidité de changement de règle du jeu, où on cherche plus la croissance à tout prix, mais on cherche une vraie croissance saine et rentable. Donc, où l'enjeu d'efficacité et de profitabilité revient au centre du jeu. Donc, évidemment, le maître mot de tout le monde, c'est l'agilité. Et cette règle du jeu-là, je pense qu'elle va être vraie sur le prochain cycle, c'est-à-dire les 2-3 prochaines années, le temps que les choses se posent. Mais oui, on rentre quand même dans un cycle, un peu moins d'hypercroissance, un peu plus de maîtrise, et voilà. Et le deuxième, c'était, non, je vais te décevoir, mais en fait, je suis pas investisseur, parce que j'ai un énorme, alors je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis monotache. Mais un vrai. Donc je ne sais, et un peu perfectionniste, et donc de fait, si je suis pas dans la maîtrise du pourquoi, du comment j'investis, du machin, et l'exécution et machin, ça me va pas, j'y arrive pas, donc je suis un piètre investisseur. Tu ne l'es pas du tout du coup, donc ça. Oui, voilà. Ça me permet même pas de se. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas le faire. Peut-être un jour. Mais quand j'aurai le temps dans ma tête. Le faire bien. Voilà, exactement. Alors, des petites notes d'Aretha Franklin, c'est une invitation à choisir une sista. Je sais que c'est dans le Next 40, il y a trop peu de femmes. On le redit à chaque fois, à chaque épisode. Et 0 cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors non, c'est encore plus grave. Il me semble qu'il y en avait quand même une, mais bon, enfin bref, en tous les cas, il n'y en a pas assez. Et de toutes les façons, même dans les baromètres France Digital régulièrement, et ça, on voit qu'il y a moins de 10% des start-upers qui sont des start-upeuses.
Donc c'est aussi, indépendamment de trouver des solutions, on peut au moins les mettre en lumière. Donc coup de projecteur du podcast 40 nuances de Sista. Est-ce que tu peux nous en sélectionner une et éventuellement lui poser une question et on lui dédiera une émission? Super. Alors j'ai pensé à quelqu'un que je connais depuis un petit moment. C'est Clara Chapaz. Qui a fait des choses absolument fantastiques en tant que femme dans sa carrière, notamment chez Vestiaire Collective où elle a eu un impact majeur, et qui là a pris les rênes de la French Tech. Donc je sais pas si c'est l'entrepreneuriat en tant que tel, mais en tout cas ça met énormément en lumière tout ce qui est fait. La première chose qu'elle a faite, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Elle met en place un pacte parité qui fait du bruit. Elle éveille les consciences. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche via un entrepreneur? C'est ça, c'est avoir de l'impact, éveiller les consciences. Et donc, le fait qu'elle ait été longtemps dans le privé, là, se mettre au service d'une cause publique pour justement avoir plus d'impact, peut-être par effet de réseau dans le privé, je trouve ça brillant. Et voilà, en plus elle attend un heureux événement, c'est parfait, en fait c'est très bien, ça fait beaucoup de bien là. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? On est très content et d'ailleurs on remercie la French Tech qui est notre partenaire de 40 nuances de Next au passage. La question du coup c'est quand est-ce que tu comptes te relancer dans le grand bain d'entrepreneuriat? Cette question, c'est Solène, notre associée, qui lui posera quand les deux seront revenus de leur congé mat. Merci beaucoup Loïc. Je vous propose maintenant de passer aux questions de la salle. C'était un premier tournage de 40 nuances de Next en public. T'as vu, j'ai bien géré le timing, hein, on a un petit peu de temps. Pas de stress. Alors, mesdames, messieurs, si quelqu'un veut se lancer, Loïc est monotache et répond à une question, une réponse. Donc, sentez-vous libre de lui poser vos questions. Après, merci de poser la première question. La première, c'est toujours la plus difficile. Et alors, du coup, tu peux nous dire éventuellement si tu veux qui tu es. Ça fera un peu de pub à ta boîte. Et si tu es abonné déjà 40 nuances de Next ou si tu vas le faire à la sortie de cet échange. Ma boîte, c'est BPI France. Donc, il y a d'autres personnes qui font encore mieux la publicité que moi. Mais j'ai une question parce qu'on parle beaucoup dans le Future of Work des statuts auto-entrepreneur, freelance, etc. Et des inégalités aussi qui sont engendrées par ces statuts parce que ils ne bénéficient souvent pas des bénéfices justement que Swile facilite, dont Swile facilite l'accès pour les employés. Est-ce que c'est quelque chose que Swile justement a en tête dans sa vision sur le moyen long terme? Clairement. Alors, merci pour ta question. D'autant plus qu'en ce moment même, on fait une campagne dédiée à qu'on appelle Ode au salariat, c'est-à-dire vraiment, c'est une campagne qu'on va appeler Tout plaquer. Tout plaquer pour, alors tout le monde va répondre devenir éleveur dans le Cantal. Ben nous on dit tout plaquer pour devenir salarié. C'était bien vu d'ailleurs. Parce que effectivement en fait il y a plein d'avantages à être salarié et le gros sujet, c'est nous typiquement on parle beaucoup au pouvoir public pour dire c'est pas normal que des freelances ou d'autres typologies de statuts ne bénéficient pas de certains de ces avantages-là. Et l'accès au crédit, enfin il y a plein de sujets. Et c'est pas normal. Et donc à l'instar de ce que je disais en début de podcast, où on disait nous, en tout cas chez nous, vraiment, tu ne peux pas savoir chez nous qui est quoi d'un point de vue statut parce qu'on s'en fout. Il faut impérativement que ça soit une réalité aussi pour chacun d'entre nous. Quel que soit le statut qu'on a, il faut vraiment aller vers une forme d'aplanissement de tout ça. Une autre question. Alors, je vous propose de lever la main pour la question d'après, comme ça, pendant que la question et la réponse se posent. Fluidité. Voilà, exactement. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, c'est Agnès. Je suis la cofondatrice de Good Session. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai plutôt une question personnelle, c'est-à-dire par rapport à l'impact et ce truc de dire, OK, je construis quelque chose, faut que ça ait de l'impact, mais à quel moment on se dit, OK, là j'ai réussi, là c'est bon, j'ai eu de l'impact, je suis content de moi en tant qu'entrepreneur et c'est bon, je pourrais m'arrêter là et je serais très content. Alors nous, on s'est mis un cap, en tout cas avec Swile, parce qu'effectivement, c'est bien beau de parler d'impact, mais il faut un minimum d'objectifs.
on a envie d'avoir un impact sociétal, c'est-à-dire vraiment essayer de faire avoir ces prises de conscience au sein des sociétés pour qu'elles deviennent people first, etc. On s'est mis le cap à 100 millions d'utilisateurs, parce qu'on pense que à partir de 100 millions, tu commences à avoir un impact sociétal. Ça touche pas la Terre entière, mais en tout cas, c'est un impact sociétal. Voilà. Est-ce que quelqu'un aura la question d'après ? Bonjour, je m'appelle Vladimir, je suis orthodontiste. Et profession médicale, on aime ça. Voilà. En fait, ce que tu disais sur le fait que tes parents faisaient quelque chose que tu n'aurais pas voulu faire par la suite, ça m'a touché à la fin de mes études. J'ai commencé à travailler depuis peu. Après 9 ans d'études, on se rend compte qu'on n'aime pas ce qu'on fait et c'est assez compliqué. Donc, moi, je voulais savoir, en fait, j'ai monté une société qui s'appelle Dentine et je voulais savoir quelles étaient tes étapes pour lancer, en fait, ton entreprise. Quelles sont les premières étapes, comment tu fais le produit, comment tu lances ton premier site, par exemple, quels sont tes premiers clients, comment tu fais ce tout début? Sur Swile, si tu veux, ça a été, je l'ai dit, avec littéralement un mock-up. Donc, c'est même pas un produit live. L'enjeu, c'est surtout pas de rester dans son garage. Il faut être très très proche des prospects et des clients d'entrée de jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tous l'image de l'entrepreneur résilient. On lâche rien, je lâche rien. C'est ça la résilience, je lâche rien. Mais en fait, on confond très souvent la résilience et l'entêtement. je me prends un mur, je refonce dans le mur une deuxième fois, je refonce dans le mur une troisième fois, plutôt que d'accepter de pivoter. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que trop souvent, les entrepreneurs, quand ils se lancent, il y a le poids des gens autour de nous. Il y a le regard des gens autour de nous. Ah, tu viens de lâcher ton job, sérieux. Donc, voilà. Puis quand ça prend un peu de temps aussi à et donc, dès l'instant où, en fait, t'es face à tes premiers échecs qui ne sont même pas encore puisqu'en fait, t'es juste en train de parler à des prospects et évidemment, ta première idée, c'est clairement pas celle qui va être développée in fine. Il faut juste se dire que ma première idée, je mets le pied à l'étrier pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais après, les 12 à 18 premiers mois, il faut être focalisé sur un truc, c'est trouver le bon angle d'attaque du marché que vous attaquez. C'est normal, en fait, de tous les 3 jours, affiner, changer un peu d'attaque, changer le produit, changer le machin. Vous avez une cible, par contre, il faut se tenir à la cible. Si vous changez de cible tous les 3 matins, là, effectivement, c'est pas bon. Mais si vous êtes conscient que la cible, elle est bonne, le marché, en valeur absolue, est bon, c'est normal, en fait, c'est même un devoir de tourner autour du problème jusqu'à trouver le bon angle d'attaque. Et donc, faire fi complètement du regard extérieur en mode ça marche pas. Non, c'est normal. Parfois, il y a des trucs, sur un petit truc comme ça fait le déclic. Merci. Le temps que le micro se passe, j'ai une question d'un jeune entrepreneur que tu pourrais dire qui c'était. En fait, j'ai complètement oublié de le partager tout à l'heure. Je te propose de l'écouter et de nous dire. Swile est à la fois au Brésil, à Montpellier, à Paris et sûrement dans d'autres villes. Et je me demandais comment Loïc faisait à titre personnel pour gérer son temps, pour donner un sens de présence avec chacune des entités, tout en arrivant à être ancré et passer du temps pour lui. Donc ça m'intéressait de comprendre ça. Comment il gérait cet équilibre d'une boîte qui est déjà globale. Est-ce que tu as un hologramme, par exemple? Qui te pose la question, pardon? C'est Jean-Charles de Allen. Comment je fais? Je voyage déjà beaucoup. Beaucoup au Brésil? Au Brésil, c'est tous les 2 mois. Au Brésil, c'est pour le boulot, ouais. Ah oui, ouais. Ah oui, non, c'est aéroport, bureau, aéroport. Avec ta belle chevelure, on imagine que tu vas aussi faire du surf. Ouais, dans une autre vie. Surtout que c'est Sao Paulo. Sao Paulo, c'est la capitale économique, mais je peux te garantir que la mer, elle est loin quand même. C'est pas les plages, oui. Voilà, non, c'est pas Copacabana. C'est pas Copacabana. Donc non, mais premièrement, je voyage beaucoup. Deuxièmement, je voyage beaucoup. Et voilà. Et donc, en fait, la clé, c'est pas tant comment on réussit professionnellement, c'est comment on arrive à trouver le bon équilibre vie pro, vie perso. Parce que quand tu reviens du Brésil, t'es bien KO, t'as ton week-end qui est fichu, donc c'est encore un week-end en moins dans ta vie perso. Donc, c'est plutôt s'assurer d'être très, très aligné avec la personne qui partage votre vie.
parce que c'est pas un long fleuve tranquille, quoi, tout simplement. Salut, donc je m'appelle Philippe, je suis le fondateur de OneBird Plus, une plateforme de freelance en compliance. J'avais une question, tu parlais d'ambition. Comment tu alimentes ton ambition ? Parce que c'est parfois ce qui nous manque, notamment parfois peut-être pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, qui n'ont pas eu de modèle. Comment on fait pour être ambitieux en fait ? Alors, je pense que c'est une super question parce que parfois elle arrive effectivement quand on intervient dans des milieux plus défavorisés où effectivement on a l'impression qu'il y a un plafond en fait sur l'ambition dans certains cas, culturels, etc. Donc c'est effectivement une bonne question, mais je pense qu'elle va pas être facile à répondre. Et le temps que tu réfléchisses, moi je me rappelle de Louis Schweitzer qui, sur un public comme ça de jeunes issus de quartiers défavorisés, disait souvent que en tant que gamin, t'as envie, si tes parents étaient là, t'as envie de faire un peu mieux que tes parents, donc de monter juste au-dessus. Mais tu sais pas que le niveau au-dessus peut être bien plus haut. Est-ce que c'est un premier angle de non, réponse? Mais oui, dans le sens où en fait on est tout le temps limité par nous-mêmes. Hein. Alors on va dire le contexte, le machin, mais fondamentalement c'est toi qui portes tes propres limites. Donc la question c'est comment est-ce que tu arrives à les outrepasser. Moi, j'ai utilisé une méthode. Alors déjà, j'ai quand même, je me suis fait challenger il y a quelques années par différentes personnes, hein, des entrepreneurs d'ailleurs, qui me disaient mais tu vas pas assez loin, tu vas pas assez loin, tu vas pas assez loin. Une fois, ça fait 10 fois que je l'entends, c'est bon, j'ai compris. Je sais. Et en fait, je crois que j'ai trouvé peut-être une méthode qui est pas mal. C'est la méthode du x10. C'est une histoire réelle. Luncher, titre restaurant. J'ai une discussion avec un investisseur et on se dit, on sent qu'on a quand même la licorne dans les mains parce que bon marché, bon angle d'attaque, etc. Et comment on crée la décacorne ? Toi, c'est pas comment tu crées 2 licornes, c'est comment tu fais la décacorne. Et en fait, on s'en fout de la décacorne en valeur absolue. C'est le rapport de 1 à 10. Parce que de 1, tu vois, un incrément, ça va un peu dans la quantité de ce que tu disais. De 1 à 1,5, tu sors pas trop de ta zone de confort, tu te dis, attends, je vais optimiser ci, je vais optimiser ça va le faire. De 1 à 10, tu es obligé de tout détruire, tous tes modes de pensée. Et donc, ton premier réflexe, c'est pas possible. Et puis après, tu dis, non, attends, je vais réfléchir. Comment ? Aussi fou que ça puisse paraître. Comment ? Il me faudrait si... Ah mais comment je vais avoir si du coup ? Et c'est comme ça en fait. Donc c'est en partant tu peux t'auto-créer ton niveau d'ambition. Merci. J'adore la méthode du x10. Bonjour, Christophe de Dog Delta aux États-Unis. J'ai un peu suivi l'histoire de Tids aux États-Unis. Très très belle histoire. Je suppose que avec SoftBank, avec l'objectif de la décacorne, les États-Unis seront à terme dans l'histoire. Vous voyez ça dans les 2, 3, 5 prochaines années ? Dans les 24 prochains mois, clairement pas, parce qu'on sait exactement ce qu'on a à faire. On a déjà écrit notre roadmap des 24 prochains mois, donc c'est évidemment pas le sujet. Non, les US ne seront pas avant 5 ans, de manière agressive. Parce que si on y va, on y va. Voilà. C'est pas, on n'est pas du tout dans une logique de planter un drapeau. Si on y va, on y va pour faire quelque chose de grand. Je suis épaté de la vision très claire en termes de timing sur quand elle est capable de le cibler à les 5 ans. C'est beaucoup de temps, hein. Ouais. De travail. Ouais, j'imagine, oui. Mais du coup, est-ce qu'il y a aussi du temps d'études juste de la taille des marchés un par un et après des sortes d'analyses de potentiel pour dire avant les États-Unis, il y a effectivement tellement d'autres trucs plus importants. Ouais. Oui. C'est marché par marché et il y a un ordre pour le faire. Encore une fois, tout faire en même temps, c'est la fameuse phrase, je sais pas si elle est fameuse, mais demi-mesure, quart de résultat. C'est soit tu le fais... Qui trop embrasse mal étreint. On dit dans un vieux proverbe. Tout le monde doit citer un truc là ou... Vas-y, toi. Concours de citation. Tous les hommes meurent un jour, mais seulement peu d'entre eux vivent vraiment. C'est Marcellus Wallace dans Brevard. Voilà. Très bon. Il a réussi à la placer. On avait parié qu'il n'arriverait pas, mais il arrive.
Ah, des fois, faut être résilient pour le coup, s'adapter. Merci. T'es pas entêté, c'est bon. Non, je m'adapte. Merci énormément à toi, Loïc, pour la qualité de cet échange et pour ton temps. Merci à vous tous qui étiez face à nous. C'était un vrai plaisir aussi d'avoir du coup les questions directement de l'audience. On se demande toujours quelles questions ils auraient aimé poser à l'invité, qu'est-ce qu'on a raté, au moins vous étiez là pour leur poser. Et vous, derrière vos écouteurs, merci d'être avec nous, toujours plus fidèles. Et la prochaine fois, venez poser vos questions en direct. Je sais pas quand sera le prochain event en live, mais on a eu plaisir à le faire, je crois, Olivier, et on devrait avoir plaisir à le refaire. Merci beaucoup à toi. Donc, c'était un vrai moment de sincérité et on a vu surtout la passion qui t'anime, impressionnante. Merci à vous. Merci. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.